L'intelligence n'est pas héritée, elle s'entraîne. Et si tu penses encore qu'être intelligent, c'est parler de manière compliquée, gagner des discussions ou répéter des données de mémoire, alors on t'a domestiqué. Parce que la véritable intelligence ne se montre pas, elle se démontre. Ce n'est pas un ornement, c'est un outil. Nous vivons dans un monde qui récompense l'apparence de la sagesse, mais punit la pensée authentique. On nous remplit de théories, de belles phrases, de conseils recyclés. Mais personne ne nous apprend à penser par nous-mêmes. Parce qu'un esprit libre, critique et fort dérange. Et c'est exactement le type d'esprit que nous allons construire ici. Ce n'est pas un discours pour paraître profond. C'est une provocation, une invitation à utiliser ton esprit comme un muscle qui se renforce avec l'inconfort, le doute, la contradiction. La philosophie stoïcienne n'a pas été écrite pour paraître intelligente. Elle a été créée pour survivre au chaos, pour garder son calme quand tout tremble, pour penser clairement au milieu du bruit. Nous ne sommes pas ici pour glorifier l'intelligence. Nous sommes ici pour l'activer, pour l'incorporer au corps, pour la transformer en action. Parce qu'un esprit qui ne bouge pas n'est qu'un ego déguisé en théorie. Et ça ne sert à rien. Ça va faire mal. Parce que penser vraiment fait mal. Se remettre en question brise. Sortir du moule dérange. Mais cela libère aussi. Cela te réveille. Cela te transforme. Voici 8 leçons pour transformer ton esprit en un champ d'entraînement. 8 principes pour cesser d'être spectateur et commencer à construire une intelligence forte, pratique et stoïcienne. Il n'y a pas de tour de passe-passe, il n'y a pas de formule magique, il y a de l'effort, il y a de l'inconfort. Et si tu es prêt à l'assumer, alors commençons. 1. Fais de ton esprit ton terrain d'entraînement. Ton esprit est comme ton corps. Si tu ne l'entraînes pas, il s'affaiblit. Il devient lent, fragile et paresseux. Et quand la vie frappe, parce qu'elle frappe toujours, un esprit faible ne résiste pas, il se brise. La différence est que l'entraînement mental n'est pas visible. Il n'y a pas de muscles pour le prouver, pas d'applaudissements pour penser clairement, mais c'est là que tout commence. Dans la façon dont tu réagis quand personne ne te regarde, dans ce que tu fais avec ces pensées qui tentent de te saboter en silence. Les stoïciens le savaient. Pour eux, l'esprit était un champ de bataille. Pas un endroit pour stocker de belles idées, mais un espace qui devait être prêt pour la guerre. Parce que la vie ne demande pas la permission. Elle te jette dans le feu. Et là, sans préavis, tu découvres si tu as le caractère pour résister ou si tu deviens une victime de plus du chaos. Faire de ton esprit ton terrain d'entraînement signifie assumer la responsabilité totale de ta façon de penser. C'est prendre chaque pensée comme un poids à soulever. Ce n'est pas accepter n'importe quelle idée simplement parce qu'elle est déguisée en logique. Cela signifie remettre en question ce que tu as appris, briser les croyances héritées, observer tes schémas mentaux avec une brutalité honnête. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux entraîner la façon dont tu interprètes ce qui se passe. C'est la clé. Épictète l'a dit sans détour. Ce qui nous affecte n'est pas ce qui se passe, mais ce que nous pensons de ce qui se passe. Cette idée, si tu la comprends vraiment, change ta vie. Parce qu'elle te libère, parce qu'elle fait de toi quelqu'un qui ne réagit pas par impulsion, mais qui répond avec stratégie. Quelqu'un qui utilise la raison comme bouclier et comme épée. Entraîner l'esprit, c'est transformer chaque situation en une répétition de plus. Tu es frustré, tu t'entraînes à la patience. On te critique, tu t'entraînes à la tempérance. Les doutes t'envahissent, tu t'entraînes à la concentration. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les observer, de les maîtriser et de les transformer. La plupart des gens sont esclaves de leurs émotions parce qu'ils n'ont jamais entraîné leur esprit. Ils vivent piégés dans des réactions automatiques, croyant que tout ce qu'ils pensent est vrai, que tout ce qu'ils ressentent est loi. Mais tu ne peux pas te permettre ce luxe. Si tu veux être fort mentalement, tu dois t'entraîner tous les jours. Et non, je ne parle pas de méditer quelques fois par mois ou de partager des phrases motivantes. Je parle de vivre avec intention, de te poser des questions inconfortables. Cette pensée m'appartient-elle ou m'a-t-elle été imposée? Cette émotion me contrôle-t-elle ou l'utilise-t-elle? Cette idée me libère-t-elle ou me maintient-elle en pilote automatique?
Ton esprit doit devenir un espace dur, mais lucide, pas un lieu de déni, mais d'observation. Comme une salle de sport où chaque pensée est testée, défiée, modelée. Il n'y a pas de repos, parce que la vie ne fait pas de pause. Mais plus tu t'entraînes, moins l'extérieur te domine. Chaque coup devient une répétition, chaque chute, une opportunité de te renforcer. C'est là que commence ta véritable intelligence, non pas dans ce que tu sais, mais dans la façon dont tu penses quand le monde te pousse à bout. 2. Brise l'étiquette du « c'est comme ça que je suis » et redessine ton identité. L'un des pièges les plus dangereux de l'esprit est l'auto-étiquetage. Cette phrase que tu lâches sans réfléchir, « c'est comme ça que je suis ». Elle semble inoffensive, voire honnête, mais en réalité, c'est une chaîne. C'est une sentence qui te lie à une ancienne version de toi-même, une excuse déguisée en autoconnaissance. Chaque fois que tu dis « c'est comme ça que je suis », tu fermes la porte au changement. Tu acceptes que ta façon d'être est quelque chose de fixe, comme si ton caractère était une structure de béton qui ne peut pas être modifiée, alors qu'en réalité, il est fait d'habitudes, de décisions et de répétitions. Les stoïciens comprenaient que l'être humain n'est pas terminé, que nous sommes une œuvre en construction, pas un produit fini, et que s'accrocher à une identité rigide est l'un des plus grands obstacles à la transformation. Parce que si tu te convaincs que tu es impatient, insécurisé, paresseux, faible, tu ne luttes plus pour le changer. Tu l'acceptes comme faisant partie de ta nature. Tu abandonnes avant de commencer. Et cela n'est pas de l'intelligence, c'est de la lâcheté. Redessiner ton identité ne signifie pas prétendre. Il ne s'agit pas de t'inventer un personnage, ni de forcer une version fausse de toi-même. Il s'agit de prendre le contrôle de qui tu es, de comprendre que chaque action renforce ou affaiblit ton caractère, que ce que tu fais aujourd'hui façonne ce que tu seras demain. Si tu réagis toujours avec colère, tu t'entraînes à être une personne colérique. Si tu choisis la voie facile, tu deviens faible. Si tu fuis toujours le conflit, tu deviens quelqu'un incapable de supporter la pression. Rien de tout cela n'est fixe, mais si tu le répètes assez, cela finit par sembler l'être. La phrase « c'est comme ça que je suis » est confortable. Elle justifie tes échecs. Elle te protège du jugement, mais elle t'enferme aussi. Parce que chaque fois que tu l'utilises, tu dis « je ne veux pas faire l'effort de changer ». Et cette pensée devient automatique, invisible. Elle devient une prison sans barreaux, mais avec des limites réelles. Une prison où tu fermes toi-même la porte et jettes la clé. L'intelligence pratique commence quand tu brises cela, quand tu te rends compte que tu n'es pas tes pensées, ni tes émotions, ni tes habitudes, que tu peux te modeler, te redessiner, te renforcer, mais pas à partir de la fantaisie, mais de l'action. Il ne suffit pas de vouloir changer, il faut agir différemment, il faut choisir différemment, il faut penser différemment, même si au début cela semble inconfortable, antinaturel ou même faux. Ton identité ne se déclare pas, elle se construit. Et elle se construit en faisant ce que tu disais que tu ne pouvais pas faire. Le jour où tu arrives à contrôler un élan qui te dominait auparavant, tu redessines ton caractère. Le jour où tu affrontes quelque chose que tu évitais auparavant, tu crées une nouvelle version de toi. Personne n'a dit que ce serait facile. Parce que lâcher ton ancienne identité fait mal. C'est effrayant. Ça te laisse sans excuse. Mais ça te donne aussi du pouvoir. Ça te force à prendre des responsabilités. Et cette responsabilité, bien qu'elle pèse, est la liberté. Commence par identifier les phrases que tu répètes sans réfléchir. J'ai toujours été comme ça. Je n'ai jamais été bon à ça. C'est juste comme je suis. Quand tu les entends dans ta tête, arrête-toi, brise-les. Demande-toi si elles sont vraies ou juste une façon de rester où tu es. Souviens-toi que chaque fois que tu choisis d'agir différemment, même si c'est un petit pas, tu réécris ton histoire. Et c'est ce que fait quelqu'un de vraiment intelligent. Ne pas défendre ce qu'il a été, mais construire intentionnellement ce qu'il veut être. 3. Ne pas avaler les idées, les mâcher. Nous vivons à l'ère de l'information rapide. Tout est à un clic, à un scroll, à une vidéo de 30 secondes. Opinions, phrases inspirantes, théories, conseils, ce que vous voulez.
Et cela peut sembler un avantage, mais en réalité c'est un piège déguisé en abondance. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne pensent pas, ils répètent, ils n'analysent pas, ils copient, ils ne comprennent pas, ils imitent, ils avalent des idées sans les digérer, remplissant leur tête de contenu vide qui ne transforme rien. Un esprit intelligent n'est pas celui qui stocke le plus de données, mais celui qui a le discernement pour remettre en question ce qu'il reçoit. Parce que penser n'est pas consommer de l'information. Penser, c'est la traiter, la mettre à l'épreuve, la confronter à la réalité. Si vous absorbez seulement des idées et les répétez comme si elles étaient des vérités absolues, vous n'apprenez pas, vous obéissez. Et un esprit obéissant, aussi cultivé qu'il puisse paraître, reste un esprit faible. Mâcher une idée, c'est être mal à l'aise avec elle. C'est ne pas rester en surface. C'est se demander: cela a-t-il un sens ou est-ce que cela sonne juste bien? Est-ce que je comprends ou est-ce que je répète simplement parce que quelqu'un que j'admire l'a dit? Est-ce que cela s'applique à ma vie ou est-ce une phrase vide qui me fait me sentir intelligent pendant 2 secondes puis que j'oublie? La philosophie stoïcienne ne consiste pas à collectionner des phrases profondes pour les publier sur les réseaux sociaux. Il s'agit de mettre ces idées en pratique dans la vie réelle, dans le corps, dans le conflit, dans l'erreur. Une idée n'a de valeur que si elle peut résister à l'épreuve de l'action. Et pour cela, vous devez la mâcher. Vous devez l'observer sous différents angles. Vous devez la contredire, la briser, la reconstruire. Vous devez penser calmement et avec passion. Parce que si vous ne passez pas par ce processus, l'idée ne vous transforme pas. Elle vous décore seulement. Et une idée qui décore mais ne change rien, c'est de l'ego pur. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Il ne sert à rien de mémoriser les textes de Marc Aurèle si vous ne pouvez pas les appliquer lorsque vous êtes sur le point d'exploser de rage. Il ne sert à rien de citer Sénèque si vous ne pouvez pas maintenir votre tempérance au milieu du chaos. La sagesse n'est pas ce que vous savez, c'est ce que vous faites avec ce que vous savez. C'est pourquoi, si vous voulez être plus intelligent, commencez par changer votre relation avec les idées. Ne les avalez pas, mâchez-les, posez des questions, soyez ennuyeux, soyez inconfortable, ne prenez rien pour acquis simplement parce que cela semble logique ou populaire. Pensez par vous-même, pas pour l'approbation, pas pour l'apparence, pas pour l'imitation, par conviction. Parce que si vous n'êtes pas capable de briser une idée et de la reconstruire à partir de votre expérience, vous ne l'avez pas comprise. Vous l'avez simplement copiée. Et voici le point le plus important. Penser fatigue. Ça fait mal, ça use. C'est pourquoi si peu de gens le font vraiment. Parce que mâcher une idée nécessite de l'énergie. Cela nécessite de s'arrêter, d'entrer en conflit avec soi-même, d'accepter que peut-être vous croyez depuis des années quelque chose qui n'a plus de sens. Mais cette usure vaut chaque seconde, parce que c'est ce qui sépare ceux qui répètent ce qu'ils entendent de ceux qui construisent leur propre jugement. Ne devenez pas une personne qui va dans la vie en se remplissant de phrases comme si elles étaient des médailles. Soyez quelqu'un qui les brise, les analyse, les transforme en outils. Mâcher une idée n'est pas douter par faiblesse, c'est questionner par force. C'est rejeter la passivité mentale. C'est avoir le courage de penser quand penser n'est plus commun. Si vous voulez être vraiment intelligent, ne vous remplissez pas d'idées. Remplissez-vous de clarté. Et la clarté ne s'obtient que lorsque vous arrêtez d'avaler ce qu'on vous donne et commencez à digérer ce qui vous sert vraiment. 4. Lisse avec une fin de transformation, pas d'information. Lire en soi ne signifie rien. Il y a des millions de personnes qui lisent tous les jours et ne changent pas le moins du monde. Elles restent tout aussi distraites, tout aussi réactives, tout aussi confuses. Lire ne te rend pas plus sage, ni plus fort, ni plus intelligent. Ce qui te transforme n'est pas le livre, c'est ce que tu fais avec ce que tu en retires. Aujourd'hui, l'information est consommée comme si elle était du divertissement. Nous lisons rapidement, nous passons d'un auteur à l'autre, nous cherchons les parties soulignées, les résumés, les phrases prêtes à partager, mais personne ne s'arrête.
personne n'approfondit. Personne ne se demande « Comment puis-je appliquer cela à ma vie maintenant ?» Et c'est la différence entre lire par habitude et lire avec une fin de transformation. Un esprit stoïcien ne cherche pas à accumuler des connaissances pour se vanter. Il n'est pas obsédé par le fait de savoir plus, mais par le fait de vivre mieux. Les stoïciens lisaient pour agir. Ils lisaient pour se corriger. Ils lisaient pour faire face à leur propre ignorance. Ce n'était pas une activité passive, c'était un exercice d'auto-confrontation. Chaque page était un outil, pas une décoration. Bien lire n'est pas lire beaucoup. Bien lire, c'est lire avec intention. C'est s'arrêter quand quelque chose te dérange et te demander pourquoi. C'est souligner non pas pour garder des phrases, mais pour marquer les points que tu as besoin de confronter. C'est lire lentement, avec le corps impliqué, avec l'ego calme et la volonté éveillée. Tu ne lis pas pour combler des vides, tu lis pour allumer un feu, pour secouer l'esprit, pour te défier. Lire avec une fin de transformation implique d'être mal à l'aise. Parce que si ce que tu lis ne te demande rien, cela ne t'aide pas. Si cela ne fait que te faire sentir validé, tu ne lis pas, tu cherches une confirmation. Et celui qui cherche seulement une confirmation stagne. Il devient un répétiteur d'idées agréables, mais ne change rien. Il n'évolue pas. Chaque livre que tu touches devrait te mettre en tension. Il devrait provoquer des questions. Il devrait t'inciter à agir différemment, à penser différemment, à te voir avec d'autres yeux. Si tu finis un livre et que tu restes exactement la même personne, il ne s'est rien passé. Tu as simplement consommé de l'information. Et l'information sans transformation n'est que du bruit déguisé en culture. Beaucoup de gens se vantent de combien ils lisent par mois. 40 livres, 50 livres, plus d'un par semaine. Mais ils n'ont pas la moindre cohérence entre ce qu'ils consomment et ce qu'ils font. Ils connaissent les théories, les auteurs, les concepts, mais ils ne les vivent pas, ils ne les intègrent pas, ils ne les mettent pas en pratique. Et cela n'est pas de l'intelligence, c'est de l'accumulation, c'est de l'ego déguisé en curiosité. Donc, si tu vas lire, que ce soit pour te transformer, ne lis pas par quantité, lis par nécessité. Choisis des livres qui défient ta façon de penser, qui te forcent à te regarder dans le miroir, qui ne te laissent pas confortable ni tranquille. Souligne moins et applique plus. Ferme le livre et fais quelque chose avec ce que tu as compris. Ne cherche pas à ce que tout ait du sens immédiatement. Certaines idées font mal avant d'avoir du sens. Et c'est bien, c'est le but. Lis avec le corps, pas seulement avec la tête. Ne lis pas pour te souvenir, lis pour te reformer. Parce qu'à la fin, la connaissance qui ne se transforme pas en action est un fardeau inutile. Et un esprit intelligent ne se mesure pas par ce qu'il sait, mais par la façon dont il transforme ce qu'il sait en une vie plus lucide, plus solide et plus réelle. Alors arrête de lire pour te sentir cultivé, lis pour te construire, pour te corriger, pour te réveiller. Parce que la lecture, si elle ne te pousse pas à être meilleur, n'est qu'une distraction déguisée en croissance. 5. La théorie sans action est un ego intellectuel. Bouge. Il y a un type d'intelligence qui semble profond, mais qui est vide. Elle est élégante, sonne bien, mais ne change rien. C'est le type d'intelligence qui vit dans les mots, mais qui n'arrive jamais aux mains. C'est celle qui se cache derrière des phrases complexes, des théories polies, des concepts élevés et zéro action. L'ego intellectuel est silencieux. Il ne crie pas, ne se vante pas ouvertement. Il se cache dans ta bibliothèque, dans tes notes soulignées, dans tes arguments bien construits, mais il ne met pas les pieds dans la boue, il ne se salit pas, il ne prend pas de risques. C'est celui qui préfère analyser la vie plutôt que de la vivre. Et cet ego, bien qu'il se déguise en sagesse, est purement de la peur. Peur d'échouer, peur de se salir, peur de ne pas être à la hauteur de tout ce qu'il prétend comprendre. Tu connais des personnes comme ça. Ils parlent de philosophie, de psychologie, de spiritualité, ils citent des auteurs, expliquent des modèles mentaux, te recommandent des livres. Mais quand vient le moment d'agir,
ils se paralysent. Leurs mains tremblent. Ils n'appliquent rien. Parce qu'ils ne lisent pas pour se transformer. Ils lisent pour protéger leur ego avec une armure de mots. Les stoïciens méprisaient cela. Pour eux, la connaissance qui n'est pas vécue ne vaut rien. Non pas parce que lire est mal, mais parce que sans action, toute connaissance devient une décoration. Ils ne te demandaient pas ce que tu savais, mais ce que tu faisais de ce que tu savais. Parce que celui qui n'agit pas, même s'il lit, même s'il comprend, même s'il analyse, reste coincé à la surface. Si tu comprends une idée, mais que tu ne la mets pas en pratique, tu ne l'as pas. Si tu parles de maîtrise de soi, mais que tu te laisses emporter par chaque impulsion, tu n'as rien appris. Si tu sais ce qu'est la tempérance, mais que tu ne peux pas garder le silence quand tout brûle, tu te trompes. La véritable intelligence se mesure en mouvement, pas en discours. Et ce mouvement doit faire un peu mal, parce que sortir de la théorie et entrer dans la pratique est toujours inconfortable. Appliquer une idée implique de t'exposer. Cela implique de te tester. Cela implique que tu peux échouer et cela frappe l'ego. C'est pourquoi tant de gens restent à analyser, parce que penser sans agir est sûr, confortable, mais stérile. Cela ne transforme rien. Cela ne construit pas de caractère. Cela ne façonne pas la volonté. Cela ne fait qu'alimenter une image mentale de sagesse qui se dissipe dès que le premier conflit réel apparaît. Bouge, même si tu n'as pas tout clair, même si tu as l'impression de ne pas être prêt, même si tu ne sais pas si tu vas le faire parfaitement. L'important n'est pas d'avoir la théorie complète. L'important est d'avoir le courage de faire le premier pas. La pratique est l'endroit où se révèle ce que tu as vraiment compris. C'est là que l'on voit si ce que tu lis te transforme ou te divertit simplement. L'action n'est pas l'impulsivité. Il ne s'agit pas de bouger pour bouger. Il s'agit de prendre ce que tu sais et de le mettre en jeu, de tester une idée dans la chaleur du moment, d'utiliser un outil mental juste quand tu en as le plus besoin, de transformer la sagesse en muscle, en décision, en véritable changement. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Tu as besoin de commencer pour vraiment comprendre. La clarté vient en chemin, pas avant. Et chaque fois que tu agis avec intention, tu brises l'ego intellectuel et tu construis une intelligence vivante, une intelligence qui sert, qui pèse, qui a un impact. Alors arrête de te cacher derrière tes connaissances. Arrête d'accumuler des théories comme si elles étaient des trophées. Et bouge. Parce que si tu ne peux pas l'appliquer, tu ne le comprends pas. Et si tu ne le comprends pas, il vaut mieux que tu gardes le silence et que tu commences à agir. 6. Ose penser avec ceux qui te dérangent. Les idées sont comme des épées. Elles sont belles accrochées au mur, mais elles ne sont testées qu'au combat. Et il n'y a pas de meilleure façon de les aiguiser qu'en les confrontant à d'autres. Penser seulement avec ceux qui sont d'accord avec toi, c'est comme s'entraîner avec une épée en bois, confortable, sûre, inutile. Si tu veux vraiment renforcer ton esprit, tu dois exposer tes pensées au feu. Et ce feu vient de l'inconfort. Il vient du débat, du conflit, du contraste avec ce que tu n'attends pas ou ne partages pas. La plupart des gens préfèrent vivre dans leur bulle idéologique. Ils ne parlent qu'avec ceux qui pensent comme eux. Ils se nourrissent du même type de contenu. Ils suivent ceux qui renforcent leur vision du monde. Et bien que cela puisse sembler être la paix, c'est de l'ignorance déguisée en cohérence. Parce que si tes idées ne sont jamais remises en question, elles ne grandissent pas. Elles se répètent simplement dans une boucle confortable, stérile, sans évolution. Penser avec ceux qui te dérangent n'est pas une menace, c'est une opportunité. C'est la façon la plus honnête de savoir si tes idées sont les tiennes ou si tu les as simplement adoptées pour appartenir. Parce que lorsque quelqu'un défie tes croyances, il te force à voir tes limites. Il te force à te demander pourquoi tu penses ce que tu penses, d'où cela vient, si tu l'as compris ou simplement copié. C'est là que commence la véritable réflexion. Non pas quand tu répètes, mais quand tu résistes au questionnement sans te briser. Le stoïcisme n'a jamais été une philosophie d'applaudissement. Il ne cherchait pas à plaire, il cherchait à éveiller. Et pour éveiller, il faut parfois se déranger.
Les stoïciens entraînaient leur caractère dans la contradiction, dans la diversité de la pensée, dans la tension entre ce qu'ils voulaient croire et ce qu'ils devaient affronter. Ils n'étaient pas fragiles face à la différence. Ils étaient curieux. Ils ouvraient la porte au désaccord comme partie de leur croissance. Mais aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un entend une opinion différente, il le prend comme une attaque personnelle, comme si penser différemment était un manque de respect. C'est le signe d'un esprit faible, celui qui ne peut pas écouter sans exploser, sans se sentir offensé, sans se fermer. Si tu veux être mentalement fort, tu dois apprendre à écouter sans peur, à débattre sans crier, à soutenir tes idées sans les transformer en religion. T'exposer à d'autres formes de pensée ne signifie pas que tu vas changer d'opinion sur tout. Cela signifie que tu es prêt à comprendre. Et comprendre n'est pas céder. C'est avoir le courage de considérer, même si tu n'es pas d'accord. C'est aiguiser ta logique, renforcer tes valeurs, ou même, si nécessaire, démolir une vieille idée qui ne sert plus. Penser avec ceux qui te dérangent te force à avoir de la clarté. Il te force à grandir. Ne cherche pas toujours le dernier mot, cherche la meilleure question. N'entoure pas seulement de gens qui t'applaudissent. Entoure-toi de ceux qui te défient, qui te sortent du moule, qui te dérangent, juste assez pour briser tes certitudes. Parce que c'est là, juste là, dans ce frottement inconfortable, dans ce désaccord inconfortable, que naît la pensée qui compte. Pas celle qui orne, mais celle qui transforme. La véritable intelligence ne vit pas dans l'écho, elle vit dans le contraste, dans la tension, dans l'inconfort choisi. Si tu oses penser avec ceux qui ne pensent pas comme toi, tu entraînes ton esprit à être fort, flexible et résistant. Pas seulement brillant en théorie, mais ferme dans la pratique. Alors, sors de ta zone de confort intellectuel, cherche la friction, remercie celui qui pense différemment. Parce que si tes idées ne survivent pas au dialogue, alors elles n'ont jamais été les tiennes. Et si ton esprit ne peut pas supporter l'inconfort, il n'est pas entraîné. Il est seulement orné. 7. Forge ton corps pour soutenir un esprit inébranlable. Ton corps est l'armure de ton esprit. Peu importe à quel point ta pensée est affûtée, si le contenant qui la soutient se brise au premier coup. Tu peux lire tous les livres du monde, méditer pendant des heures ou répéter des phrases de sagesse millénaire. Mais si ton corps abandonne facilement, tôt ou tard, ton esprit le fera aussi. Parce qu'un esprit lucide a besoin d'un corps qui résiste, un corps discipliné, un corps qui n'est pas un obstacle mais une base. Les stoïciens le savaient, ils n'étaient pas des philosophes de bibliothèque, ils étaient des soldats de la pensée. Marc Aurèle écrivait des réflexions tout en dirigeant des armées. Épictète, malgré le fait d'être esclave et de souffrir d'un handicap physique, entraînait son esprit tous les jours avec une force que beaucoup sans chaîne n'atteindraient jamais. Il comprenait que le corps n'est pas seulement biologique, c'est la volonté faite chair. C'est le terrain où la discipline est mise à l'épreuve. Forger le corps n'a rien à voir avec l'esthétique. C'est une question de présence, d'énergie, de respect de soi. Parce que si tu ne peux pas contrôler ton corps, comment vas-tu contrôler ton esprit? Si tu ne peux pas maintenir une routine simple, comment espères-tu maintenir tes pensées lorsque tout s'effondre? Le corps ne ment pas. S'il est faible, s'il est lent, s'il est négligé, probablement que ton esprit l'est aussi, même s'il se déguise en sagesse. L'intelligence ne vit pas isolée dans ta tête. Elle vit dans ta respiration quand le stress te domine, dans ta posture quand tu es sur le point d'abandonner, dans ta capacité à rester ferme, littéralement et symboliquement, lorsque la vie te pousse. Prendre soin de ton corps, c'est préparer le terrain pour que ton esprit fonctionne à son niveau maximum. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Entraîner le corps, ce n'est pas seulement faire de l'exercice, c'est construire de la résistance. C'est pratiquer l'inconfort. C'est apprendre à vivre avec la fatigue, avec la douleur physique, avec la tension, et ne pas abandonner. Parce que cet entraînement physique façonne le caractère. Il t'apprend que tu peux plus, que tes limites étaient mentales, pas musculaires, que l'impulsion d'abandonner n'est pas un ordre, c'est une suggestion que tu peux ignorer. Et oui, ça va faire mal. Oui,
Tu vas avoir des jours où tu n'auras pas envie. Mais c'est une partie du processus. Parce qu'il ne s'agit pas de motivation, il s'agit de décision. De te présenter quand même, de bouger quand même, de mettre le corps en action pour rappeler à l'esprit qui commande. Tu n'as pas besoin de devenir un athlète. Tu n'as pas besoin de vivre dans la salle de sport. Mais tu as besoin de bouger, de te renforcer, de respecter ta biologie, de bien dormir, de mieux manger, de respirer profondément, de faire de l'effort physique une pratique constante. Parce que plus ton corps est fort, plus ton esprit a de l'espace pour se concentrer, créer, décider, résister. Et ce n'est pas seulement pour toi. Un esprit fort, soutenu par un corps fort, peut supporter plus. Plus de pression, plus de responsabilité, plus de chaos sans se briser. Le monde est plein de personnes brillantes, piégées dans des corps épuisés, sans énergie, sans rythme. Et cela limite, cela freine, cela déconnecte. Forger ton corps, c'est envoyer un message, je suis prêt. Pas pour ce qui est facile, pas pour ce qui est confortable, mais pour ce qui est réel, pour ce qui est dur, pour ce qui va exiger le meilleur de moi. Parce que lorsque ton corps devient un allié, ton esprit respire, et lorsque les deux travaillent ensemble, il n'y a pas de défi que tu ne peux pas relever. 8. Ouvre la porte à l'inconfort et considère-le comme un allié. L'inconfort est le maître que personne ne veut, mais dont tout le monde a besoin. Il vient sans déguisement. Il ne se présente pas avec de jolis mots ni de promesses faciles. Il arrive quand tu t'y attends le moins, te met au pied du mur, exige des réponses et te transforme si tu as le courage de ne pas fuir. Parce que l'inconfort, bien utilisé, est l'entraînement le plus puissant pour l'esprit. Le problème est que nous avons été éduqués pour l'éviter. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à chercher la voie facile, à fuir le conflit, à échapper au silence inconfortable, à la douleur, à l'effort. On nous programme pour associer l'inconfort à l'échec, mais c'est un mensonge. Ce qui est confortable endort. Ce qui est inconfortable réveille. Ce n'est que lorsque quelque chose te fait mal, te dérange, te pousse hors de ce que tu connais, que tu commences à découvrir qui tu es vraiment. Les stoïciens non seulement acceptaient l'inconfort, mais ils le cherchaient. Ils s'exposaient volontairement au froid, à la faim, à l'effort physique. Non pas parce qu'ils étaient masochistes, mais parce qu'ils comprenaient quelque chose que la plupart des gens oublient aujourd'hui. Si tu n'entraînes pas ton esprit en temps de paix, tu ne résisteras pas lorsque les temps difficiles arriveront. Et ils arriveront. Parce que la vie ne va pas te protéger, elle ne va pas te prévenir, elle va te tester sans demander la permission. C'est pourquoi ouvrir la porte à l'inconfort n'est pas se rendre à la douleur. C'est l'inviter comme partie du processus. C'est comprendre que grandir fait mal, que changer use, que progresser implique de frôler la peur, le doute, la fatigue, et que rien de tout cela n'est un signe de faiblesse. Au contraire, ressentir de l'inconfort est la preuve que tu brises des barrières internes, que tu foules un nouveau territoire, que tu es vivant et que tu te déplaces dans la bonne direction. L'inconfort te démasque. Quand tu es mal à l'aise, tu ne peux pas prétendre, tu ne peux pas faire semblant, il ne reste que ce que tu es vraiment. Ton caractère se montre, tes limites se révèlent. Et si tu as assez de courage, tu peux utiliser ce moment pour te sculpter une nouvelle version, plus résistante, plus éveillée, plus libre. Arrête d'éviter ce qui est difficile. Parle quand cela te coûte. Écoute quand cela te dérange. Lève-toi tôt quand ton corps demande du repos. Entraîne-toi quand tu n'en as pas envie. Fais ce que tu sais qui te fait du bien, même quand tu le détestes. Parce que c'est le point exact où tu grandis. Ce n'est pas romantique, ce n'est pas facile, ce n'est pas immédiat. Mais c'est réel, et ce qui est réel transforme. Ne confonds pas le confort avec la paix. Souvent, ce que tu appelles être calme n'est qu'une stagnation déguisée, une pause qui ne te guérit pas, mais qui t'engourdit. Et quand tu t'habitues trop au confort, le moindre choc se ressent comme un tremblement de terre. Mais si tu fais de l'inconfort un allié, plus rien ne te surprend. Plus rien ne te brise aussi facilement.
Tu deviens quelqu'un qui ne dépend pas de son environnement pour rester stable. Et c'est de l'intelligence à l'état pur, une stabilité intérieure au milieu du chaos extérieur. Chaque fois que tu choisis consciemment la difficulté, tu gagnes en force. Tu affines ta pensée. Tu entraînes ton esprit à ne pas abandonner. Et plus tu le fais, plus cela devient naturel. Parce que l'inconfort, lorsqu'il est pratiqué, cesse d'être une menace et devient un outil. Alors, ne ferme pas la porte quand tu ressens de l'inconfort. Ouvre-la, regarde-le en face, ressens-le sans drame, remercie-le pour le message qu'il apporte, parce que derrière chaque inconfort se cache une version plus forte de toi que tu ne connais pas encore. Et si tu as le courage de le traverser, tu la trouveras. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Il y a des gens qui semblent défier le temps. Ils ont 40, 50, voire 60 ans. Et pourtant, ils dégagent quelque chose qui ne peut pas être expliqué par une crème anti-âge ou une bonne routine d'exercice. Il y a une lumière dans leurs yeux, une force dans leur présence, une énergie qui ne correspond tout simplement pas à l'âge indiqué sur leurs documents. Nous ne parlons pas de chirurgie, ni de filtre, ni de génétique privilégiée. Nous parlons de quelque chose de plus profond. Et non, ce n'est pas une fantaisie, ni un cliché d'auto-assistance. C'est une réalité que beaucoup ne veulent pas voir, car admettre que votre mode de vie vous vieillit est plus inconfortable que de blâmer la biologie. Mais la vérité est la suivante. Vieillir à l'extérieur est inévitable, mais vieillir à l'intérieur est un choix. Il y a ceux qui sont déjà en train de mourir à 20 ans, et il y a ceux qui brûlent encore de passion à 50 ans. Cette vidéo n'est pas pour vous dire ce que vous savez déjà, c'est pour vous secouer, pour vous montrer que la vraie jeunesse ne se trouve pas dans un miroir, mais dans la façon dont vous pensez, ressentez et affrontez le monde. Nous allons parler de 8 leçons qui n'ont rien à voir avec des suppléments ou des routines de gym, et tout à voir avec la façon dont vous vivez votre vie. Des leçons qui ont leurs racines dans la philosophie stoïcienne, mais que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui, dans le quotidien, dans le réel. Parce que si l'âme s'éteint, le corps la suit. Mais si l'âme s'allume, il n'y a pas de ride qui puisse éteindre cette lumière. Voulez-vous vraiment rester jeune ? Alors faites attention, mais avec les oreilles du cœur, pas avec la superficialité avec laquelle nous vivons aujourd'hui. Parce que ce que vous allez entendre n'est pas doux, c'est nécessaire. Un que danse avec le changement ne lui résiste pas. Le temps est comme une rivière qui ne cesse jamais de bouger. Tu peux construire un barrage et essayer de l'arrêter, mais finalement l'eau débordera et emportera tout. Ou tu peux apprendre à nager dans son courant en allant avec lui, pas contre lui. Il y a ceux qui vieillissent parce qu'ils passent toute leur vie à lutter contre l'inévitable, le changement. Ils s'accrochent, résistent, se tendent, et cette rigidité interne les brise. Changer n'est pas une option, c'est une obligation de l'existence. Tout change, le corps change, les relations changent. Ce que tu as aujourd'hui peut disparaître demain. Et si ton identité est liée à des choses que tu ne contrôles pas, alors tu vis dans une prison déguisée en stabilité. Il y a des gens qui s'accrochent tellement au passé qu'ils finissent par mourir avant l'heure. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Parce que résister au changement, c'est comme essayer d'arrêter l'aube avec les mains. Absurde, épuisant et totalement inutile. Le stoïcisme t'enseigne quelque chose que personne d'autre n'ose te dire. Ne contrôle pas ce que tu ne peux pas contrôler. Ne perds pas ton énergie à essayer d'éviter ce qui va se passer de toute façon. Apprends à lâcher prise avant que la vie ne t'arrache brutalement les choses. Parce que quand tu fais face au changement avec peur, tu souffres 2 fois plus. Tu souffres pour ce qui s'en va et tu souffres de ne pas savoir qui tu es sans ce que tu as perdu. Danser avec le changement signifie accepter que tu ne vas pas toujours comprendre ce qui se passe.
mais tu décides quand même de bouger avec le rythme. Cela signifie que si la vie change la musique, tu ne restes pas assis à te morfondre, mais tu apprends un nouveau pas. Et non, ce n'est pas facile. Il ne s'agit pas de sourire comme si rien ne faisait mal. Il s'agit de se durcir à l'intérieur sans devenir de pierre, de continuer à marcher même si tu n'as pas une carte claire. Les gens qui restent jeunes ne sont pas ceux qui ont tout sous contrôle. Ce sont ceux qui s'adaptent, ceux qui tombent, mais se relèvent plus sages, ceux qui comprennent que la vie n'est pas faite pour rester la même, mais pour se transformer encore et encore. Et à chaque transformation, si tu es disposé, tu peux trouver une version plus authentique de toi. Il y a des gens qui portent sur leur visage la frustration de vouloir que les choses soient comme avant, comme si le passé pouvait être revécu, comme si l'avenir pouvait être façonné de force. Mais ce n'est pas de la jeunesse, c'est de l'épuisement déguisé en nostalgie. En revanche, lorsque tu acceptes le changement, quelque chose en toi se détend. L'esprit s'ouvre, l'âme respire. Et alors, tu rajeunis, parce que tu arrêtes de lutter contre ce que tu ne peux pas vaincre, et tu commences à vivre avec ce que tu peux choisir. Et oui, le changement fait mal. Ça fait mal quand tu t'éloignes de quelqu'un. Ça fait mal quand tu fermes une étape. Ça fait mal quand le corps ne répond plus de la même manière. Mais cette douleur n'a pas à être ta condamnation. Elle peut être ta renaissance. Seulement si tu arrêtes de la voir comme une menace et que tu commences à la traiter comme une opportunité. Alors, regarde-toi dans le miroir et demande-toi, est-ce que je vieillis parce que la vie change ou parce que je refuse de changer avec elle? La réponse à cette question ne définit pas seulement comment tu te sens, elle définit aussi comment tu te vois. 2. Maîtrise la tempête intérieure. Pense à un volcan. De l'extérieur, il peut ressembler à une montagne calme, solide, inoffensive. Mais à l'intérieur, la pression s'accumule. Gaz, feu, lave bouillante. Si personne ne le contient, il explose et détruit tout. C'est ainsi que fonctionne ton monde intérieur. Tu peux montrer du calme, sourire, continuer avec la routine. Mais si tu n'apprends pas à gérer ce qui se passe en toi, un jour ça va exploser. Et les dégâts, tôt ou tard, se voient sur ton visage, sur ton corps, dans ta vie. Beaucoup de personnes vieillissent, non pas à cause des années, mais à cause de la pression émotionnelle qu'elles portent en elles. Ce sont des prisons ambulantes. Elles portent en elles des peurs accumulées, des frustrations non digérées, des culpabilités enfouies et des émotions qu'elles n'ont jamais osé affronter. Et tu sais ce qui est le pire. Elles pensent que cela ne se voit pas. Mais ça se voit. Ça se voit dans les yeux éteints, ça se voit dans les épaules tombantes, ça se voit dans ce regard fatigué qui n'a plus fin de vie. Le véritable ennemi n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas le patron qui te met la pression. Ce n'est pas le partenaire qui t'ignore. Ce n'est pas le trafic, l'économie, ni l'horloge. L'ennemi vit à l'intérieur. C'est la façon dont tu réagis à tout cela. C'est cette voix qui te dit que tu ne peux pas. Cette impulsion qui te fait crier avant de penser, cette blessure que tu n'as jamais voulu soigner, ce manque de contrôle sur ton monde intérieur est ce qui te fait perdre des années de vie, même si tu continues à respirer. La véritable jeunesse n'est pas une peau sans rides, c'est une âme sans charge inutile. Et pour cela, tu as besoin de maîtriser ta tempête intérieure. Tu as besoin de force mentale. Non pas pour devenir insensible, mais pour avoir le courage de regarder à l'intérieur et de dire « Cela ne me contrôle pas, cela ne me définit pas, je choisis comment répondre ». Le stoïcisme ne te demande pas d'arrêter de ressentir, ce serait ridicule. Ce qu'il te demande, c'est de ne pas t'agenouiller devant chaque émotion, que tu ne vives pas en étant l'esclave de ce que tu penses ou ressens, que tu ne réagisses pas comme un animal chaque fois que quelque chose te dérange. Il s'agit d'observer, de respirer, de décider. Ça semble simple, ce ne l'est pas, mais c'est ce qui te libère. Tu veux rester jeune?
Alors commence à lâcher le ressentiment que tu portes depuis des années. Arrête de ruminer des conversations qui sont déjà passées. Arrête de construire des châteaux d'anxiété dans ta tête pour des choses qui ne se sont pas encore produites. Chaque pensée négative que tu nourris est une goutte de poison qui s'infiltre dans ton système. Chaque émotion non gérée est une pierre de plus dans le sac à dos que tu portes tous les jours. Et marcher avec tant de poids, c'est ce qui te brise. Les gens qui paraissent jeunes ont quelque chose en commun, une légèreté intérieure. Non pas parce que tout dans leur vie va bien, mais parce qu'ils ne se traînent pas avec ce qu'ils ne peuvent pas changer. Ils ont appris à lâcher prise. Ils ont appris à respirer au milieu de la tempête. Ils ont appris à ne pas donner de pouvoir à chaque émotion passagère. Alors, regarde-toi avec honnêteté. Combien d'énergie perds-tu chaque jour parce que tu ne sais pas apaiser ton intérieur ? Combien de ta jeunesse s'en va non pas à cause du temps qui passe, mais à cause de la tension émotionnelle que tu portes ? Maîtriser ta tempête intérieure n'est pas une option, c'est une urgence. Parce que si tu n'apprends pas à le faire, tu vivras en explosant de l'intérieur, tout en vieillissant de l'extérieur. 3. Garde vivante l'étincelle de l'émerveillement. Imagine une bougie allumée au milieu de l'obscurité. Petite, mais puissante. Elle donne de la chaleur, de la lumière, elle donne vie à l'environnement. Maintenant, imagine que peu à peu, l'air autour d'elle devient dense, lourd, pollué par la routine, par la fatigue, par l'apathie. La flamme ne s'éteint pas d'un coup. Elle commence simplement à trembler, à se réduire, jusqu'à disparaître. C'est ainsi que l'émerveillement meurt chez beaucoup de personnes. Pas en un instant, mais lentement, sans qu'ils s'en rendent compte, pendant que leur âme s'éteint. Il y a des personnes qui vieillissent parce qu'elles ont cessé de s'émerveiller. Tout leur semble répété, prévisible, ennuyeux. Elles traversent la vie avec un regard éteint, comme si elles avaient déjà tout vu, comme si rien ne pouvait les toucher à l'intérieur. Mais ce n'est pas l'âge qui les a rendues ainsi. C'était la résignation. C'était de laisser la routine tuer leur capacité à s'émerveiller. Sais-tu ce que les personnes qui semblent plus jeunes que leur âge ont en commun? La curiosité. Elles ne sautent pas nécessairement de joie, ni ne vivent en riant tout le temps, mais elles ont quelque chose à l'intérieur qui ne s'est jamais éteint. Elles s'arrêtent pour regarder le ciel. Elles se posent des questions. Elles s'enthousiasment pour une conversation. Elles continuent à explorer, à chercher, et cela leur donne une énergie qu'aucun supplément ne peut imiter. Le stoïcisme ne s'oppose pas à l'émerveillement, au contraire. Il t'invite à tout voir, avec des yeux neufs, à comprendre que chaque jour est un cadeau qui peut être perdu à tout moment. Les stoïciens vivaient avec la mort à l'esprit et précisément pour cette raison, ils valorisaient chaque instant. Parce que quand tu sais que rien n'est éternel, tout devient extraordinaire. Mais pour cela, il faut faire de la place. Et voici la partie inconfortable. Tu ne peux pas garder vivante l'étincelle de l'émerveillement si tu es plein de cynisme. Si chaque nouvelle expérience est contaminée par ton amertume, ton sarcasme ou ton scepticisme défensif. Il y a ceux qui croient qu'être indifférent, c'est être mature, que ne pas s'émouvoir est un signe de force. Mais ce n'est pas le cas. Cette attitude n'est qu'une carapace construite sur des déceptions non guéries. La véritable force est de continuer à te permettre de ressentir, de t'émerveiller sans craindre d'être exposé, de regarder à nouveau la vie avec une faim de comprendre, une soif de découvrir. Et cela, même si tu ne le crois pas, rajeunit. Parce que lorsque l'esprit reste ouvert, l'âme reste jeune. Il n'y a pas d'âge pour s'émerveiller, mais il y a une usure lorsque tu le perds. Il y a ceux qui s'assoient pour attendre que la vie leur donne une raison de s'émouvoir. Et il y a ceux qui sortent pour la chercher. Choisis d'être parmi les seconds. Choisis de lire quelque chose de nouveau, de parler à quelqu'un de différent, de marcher dans une rue que tu ne connais pas. Choisis de poser des questions. Choisis d'explorer. Parce que lorsque tu arrêtes de le faire, tu ne vis pas, tu survis simplement. Et si tu ne le fais pas par passion, fais-le par stratégie. Parce que cesser d'être surpris par la vie te rend aussi plus dur, plus inflexible, plus vieux à l'intérieur. Et ce qui rouille de l'intérieur finit par se briser à l'extérieur.
Alors chaque matin, pose-toi cette question. Est-ce que je vis comme quelqu'un qui a encore du feu dans l'âme, ou est-ce que je me suis rendu sans m'en rendre compte? L'étincelle de l'émerveillement ne dépend pas d'avoir une vie parfaite. Elle dépend d'avoir le courage de regarder avec de nouveaux yeux, même au milieu du chaos. Rester jeune est un choix quotidien. Et cela commence par ceci. Ne laisse pas la flamme s'éteindre. 4. Laisse ton âme avoir une voix. Imagine un instrument de musique parfaitement accordé, enfermé dans une boîte. Personne ne le joue, personne ne l'écoute. Jour après jour, son bois se dessèche, ses cordes s'oxydent, son son s'éteint sans avoir été joué. C'est ainsi que beaucoup de gens vivent, avec l'âme enfermée, silencieuse, réduite au silence par la peur, par l'habitude, par le besoin de s'intégrer. Et cela, bien que cela ne soit pas visible à première vue, les vieillit de l'intérieur. Ton âme a une voix. Je ne parle pas de quelque chose de mystique ou d'une idée poétique. Je parle de cette partie de toi qui sait ce que tu aimes, ce qui te motive, ce qui compte vraiment pour toi. Cette partie qui te murmure quand tu fais quelque chose qui va à l'encontre de ce que tu es. Cette voix intérieure que beaucoup finissent par ignorer pendant des années, jusqu'à ce qu'un jour, ils ne l'entendent plus. Et que se passe-t-il lorsque cette voix s'éteint? Tu deviens une fausse version de toi-même. Un masque. Une personne qui fait ce qu'on attend d'elle, qui dit ce que son entourage veut entendre, qui agit pour plaire, pour s'intégrer, pour ne pas déranger. Et cette usure, bien que tu ne la remarques pas au début, te brise, elle te vide, elle te dessèche. Il y a des gens qui paraissent vieux, non pas à cause de leur peau, mais à cause du manque d'authenticité dans leur regard, parce qu'ils ont passé tellement de temps à cacher ce qu'ils pensent ou ressentent vraiment, que leur âme a cessé de se battre pour sortir. Et vivre sans âme n'est pas vivre, c'est jouer un rôle, c'est interpréter un personnage, c'est mourir lentement pendant que les autres applaudissent ta performance. Le stoïcisme ne concerne pas seulement la résistance à la douleur ou le contrôle des émotions. Il s'agit aussi d'intégrité, de vivre en cohérence avec ce que tu es, d'agir selon tes principes et non selon l'approbation des autres. Marc Aurèle l'avait bien compris. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on dit de toi, mais si tu peux vivre avec toi-même quand tu es silencieux. Et c'est cela qui rajeunit, l'authenticité. La capacité de parler de l'âme, de prendre des décisions alignées avec ce que tu crois, même si elles ne sont pas populaires, même si elles dérangent. Parce que vivre en étant fidèle à soi-même soulage un poids immense. Cela te libère. Et avec cette liberté vient une énergie différente. Une lumière qui se remarque, qui ne s'achète ni ne se feint. Mais bien sûr, dire ce que tu penses, faire ce que tu aimes, vivre avec honnêteté, fait peur. Peur du rejet, peur de se tromper, peur de décevoir. Et par peur, beaucoup se taisent, s'éteignent, deviennent des versions déformées d'eux-mêmes. Et chaque fois que tu fais cela, chaque fois que tu trahis ton âme pour plaire aux autres, tu perds un peu plus de toi. Tu veux rester jeune? Alors commence à t'écouter. Vraiment. Fais le silence, éteins le bruit. Demande-toi quelle partie de toi tu as réprimée. Quelle décision repousses-tu? Qu'as-tu omis de dire par peur de ne pas être compris? Qu'est-ce que tu fais juste pour bien paraître? Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de confronter tout le monde. Tu as juste besoin d'être fidèle à ce que tu es. Plus de déguisement, plus d'actes pour survivre dans un environnement qui ne te représente même pas. Parce que quand tu parles de l'âme, tu vis avec une autre force. Tu respires différemment. Tu marches avec plus de fermeté. Et cette authenticité se remarque, se ressent. Et oui, elle rajeunit aussi. Alors, ne continue pas à vivre avec ton âme dans une cage. Ouvre-la. Donne-lui une voix. Parce qu'une vie silencieuse à l'intérieur finit par être une mort lente à l'extérieur. 5. Marche avec ceux qui t'allument. Il y a des braises qui brûlent seules, mais si elles ne sont pas alimentées, elles s'éteignent. Le feu a besoin de compagnie, du bois sec, de l'oxygène, la chaleur d'autres flammes. Il en va de même pour toi.
Tu peux avoir toute l'énergie du monde, mais si tu vis entouré de personnes qui ne savent qu'éteindre, critiquer, minimiser et absorber, ton feu commence aussi à mourir. Ce n'est pas de la poésie bon marché, c'est une vérité crue. Souvent tu ne vieillis pas à cause de ce qui t'arrive, mais à cause de qui tu le partages. Il y a des personnes qui te font perdre des années de vie, pas avec violence, mais avec indifférence. Pas avec des cris, mais avec leur constante négativité, leur plainte éternelle, leur capacité à tuer chaque illusion avec une seule phrase. Ils sont experts pour te dessécher l'âme sans que tu t'en rendes compte. Et si tu n'es pas vigilant, tu finis par leur ressembler. Les gens avec qui tu marches façonnent ton énergie. Il ne s'agit pas d'élitisme émotionnel, il s'agit de survie spirituelle. Si tes conversations sont remplies de commérages, d'envie, de plaintes, de médiocrité, de conformisme, alors ton âme commence à s'adapter. Ton esprit baisse le volume de ses rêves pour ne pas déranger. Ton corps s'habitue à la fatigue de ne pas avancer. Et cela vieillit. Les stoïciens parlaient du cercle intime avec sérieux. Ils savaient que tu ne peux pas vivre avec vertu si tu es entouré de gens sans but. Ils savaient que l'âme se renforce en compagnie de ceux qui sont aussi sur le chemin. Parce qu'il ne s'agit pas de chercher des personnes parfaites, mais des personnes qui veulent grandir, qui te défient, qui t'inspirent, qui t'allument. Peut-être que tu ne peux pas choisir tous ceux qui t'entourent, mais tu peux choisir avec qui tu approfondis, avec qui tu partages ton temps, tes pensées, tes luttes. Et c'est là la clé, parce que chaque moment que tu passes avec quelqu'un, tu échanges de l'énergie. Et si tu le fais avec quelqu'un qui n'a rien à l'intérieur, tu finis par te vider. Il y a des personnes qui sont de l'essence pour ton feu intérieur. Ils t'écoutent attentivement, ils te disent des vérités qui font mal, mais qui réveillent. Ils te poussent à ne pas abandonner quand tu veux tout lâcher. Être près d'eux te renouvelle. Ils te secouent, te rappellent qui tu es, te redonnent l'envie. Marcher avec eux te maintient en vie. Et puis, il y a les autres, ceux qui sont de l'eau froide, ceux qui éteignent chaque étincelle avec leur pessimisme, ceux qui voient ta croissance comme une menace, ton ambition comme de l'arrogance, ta joie comme une exagération. Et ils te le disent avec des blagues, des commentaires déguisés, des regards qui pèsent. Leur proximité est un drain constant. Ils te sucent la vitalité même s'ils ne te crient pas dessus, même s'ils sourient. Tu veux rester jeune? Entoure-toi de vie. Pas de corps jeunes avec des esprits morts, pas de gens populaires mais vides. Cherche des âmes allumées, des personnes qui sont encore curieuses, qui ont faim, qui n'ont pas honte de rêver, des personnes qui te font sentir que ça vaut la peine de te lever. Et sois aussi cette personne, parce que tu ne peux pas exiger de l'énergie si tu vis toi-même éteint. Sois celui qui inspire, qui écoute, qui soulève, qui allume. Ainsi tu attireras aussi la même chose. La jeunesse de l'âme se nourrit en communauté, mais pas n'importe quelle communauté. Une qui t'élève, pas qui te retient. Une qui te confronte, pas qui te flatte. Une qui marche à tes côtés, pas qui te traîne. Marche avec ceux qui t'allument. Parce que si tu passes ta vie avec ceux qui t'éteignent, peu importe ton âge, tu as déjà commencé à vieillir de l'intérieur. 6. Allume ton feu intérieur. Il y a des corps qui bougent, mais qui sont morts à l'intérieur. Ils suivent des routines, répondent à des messages, assistent à des réunions. Mais il n'y a pas de feu, pas d'étincelle, pas de faim. Ils sont vivants, oui, mais éteints. Et cette extinction ne vient pas avec l'âge. Elle vient avec la déconnexion, avec l'oubli de qui tu es, de ce qui te motive, de ce qui t'allume. Il n'y a rien qui vieillit plus vite qu'une vie sans but. Tu peux manger sainement, t'entraîner tous les jours et prendre soin de ta peau avec des produits coûteux. Mais si tu te lèves chaque matin sans une raison valable de le faire, l'usure est inévitable. L'âme se flétrit lorsqu'elle n'a pas de direction. Et lorsque l'âme s'éteint, le corps la suit. Le feu intérieur n'est pas une motivation vide. C'est cette force qui te relève quand personne n'applaudit. Cette volonté qui te pousse à avancer même si tout est contre toi.
C'est ton pourquoi, ta cause, ton or. Et si tu ne l'as pas clair, tu te dilues peu à peu dans la monotonie, dans la médiocrité, dans la routine qui tue. Le stoïcisme parle du but comme d'une nécessité, pas comme d'un luxe. Vivre sans but, c'est vivre sans vertu. Et ce qui n'a pas de vertu pourrit. Marc Aurèle l'avait bien compris. Chaque jour devait être utile. Pas spectaculaire, pas parfait. Utile, avec du sens. Parce que c'est ce qui allume le feu intérieur. Savoir que ce que tu fais compte, même si personne ne le voit. Peut-être que ce qui t'allume n'est pas grandiose pour les autres. Peut-être qu'il n'y a pas d'applaudissements ni de gloire. Mais si tu le fais de l'âme, cela suffit. Ce qui ne suffit pas, c'est de passer toute sa vie à éteindre son feu par peur du jugement, par paresse, par confort. Parce que cela vieillit. Vivre sans passion consomme plus d'énergie que de se battre pour ce que tu aimes. T'es-tu déjà demandé combien de choses tu as arrêté de faire parce que ce n'était pas le moment? Combien de fois as-tu éteint tes envies pour répondre aux attentes des autres? Quand a été la dernière fois que quelque chose t'a fait vibrer de l'intérieur? Si tu ne peux pas répondre, ton feu s'éteint. Allume ton feu intérieur, même s'il brûle, même s'il dérange, même s'il te laisse seul un moment. Parce qu'une vie allumée peut faire mal, mais une vie éteinte est une mort lente. Choisis de bouger avec intention, d'agir avec signification, de parler avec vérité. Ne survis pas. Vise avec direction, avec courage, avec feu. Parce qu'il n'y a pas de jeunesse possible dans un corps qui ne brûle plus de l'intérieur. 7. Lâche la pierre que tu portes sur ton dos. On ne la voit pas. Personne d'autre ne la remarque. Mais elle est là. Une énorme pierre que tu portes tous les jours en silence. Un mélange de vieille culpabilité, d'erreurs que tu ne lâches pas, de trahisons que tu ne pardonnes pas, de mots que tu n'as pas dit, de décisions qui te pèsent. Et même si tu continues à marcher, même si tu souris et que tu accomplis tout, cette pierre te brise le dos. Elle t'épuise, elle te vieillit. Beaucoup vivent ainsi, non pas parce qu'ils ne peuvent pas avancer, mais parce qu'ils ont décidé de porter tout ce qu'ils auraient déjà dû lâcher. Ils s'accrochent au passé comme si le lâcher était trahir leur douleur. Et chaque jour qui passe, ce fardeau devient plus lourd. Parfois, c'est une culpabilité qui ne te laisse pas en paix. Parfois, c'est une rancune que tu portes comme un bouclier. Parfois, c'est un regret qui se répète comme un écho. Mais toujours, sans exception, c'est quelque chose qui n'a plus sa place dans ton présent. Le problème est que personne ne t'apprend à lâcher. On t'apprend à endurer, à résister, à avaler à sec, à faire comme si de rien n'était. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu deviens une version plus lente, plus rigide, plus fatiguée de toi-même. Ce n'est pas le corps qui est vieux, c'est l'âme, déformée par des années de poids émotionnels maltraités. Les stoïciens savaient qu'il n'y a pas de liberté sans détachement, que tu ne peux pas être maître de ta vie si tu es enchaîné à ce qui a déjà été. Lâcher n'est pas oublier, ce n'est pas justifier. Ce n'est pas faire comme si ça n'avait jamais fait mal. Lâcher, c'est reconnaître que ce qui s'est passé n'a plus de pouvoir sur qui tu es aujourd'hui, à moins que tu continues à le lui donner. Demande-toi ceci avec une brutalité honnête. Qu'est-ce que tu portes qui ne te sert plus? Quelle douleur ravives-tu tous les jours par habitude? Quelle personne du passé détermine encore comment tu vis le présent? À quelle erreur t'accroches-tu comme si c'était ta condamnation? Peut-être penses-tu que tu mérites ce poids, que porter cela fait partie de ta punition. Mais ce n'est pas le cas. Porter ton passé ne te rend pas fort. Ça te rend esclave. Le véritable courage est de lâcher. C'est de dire « j'ai compris la leçon, maintenant je continue ». Et oui, parfois cela signifie pardonner. Non pas parce que l'autre personne le mérite, mais parce que tu mérites la paix. La jeunesse n'est pas seulement une question d'années. C'est la flexibilité, c'est la légèreté, c'est avoir la capacité de bouger sans le sac à dos émotionnel de toute une vie. Il y a des personnes de 20 ans complètement rigides à l'intérieur, enfermées dans une identité construite sur des blessures non résolues. Et il y a des personnes de 50 ans qui marchent avec une âme libre parce qu'elles ont laissé derrière elles ce qu'elles ne pouvaient pas changer.
Lâcher n'est pas abandonner, c'est comprendre que tu ne peux pas avancer si tu regardes constamment en arrière. C'est avoir le courage d'ouvrir la main et de laisser tomber cette pierre qui t'a tant coûté. Parce que ce qui t'a coûté ne te sert pas nécessairement. Alors, prends tes responsabilités. Ne te victimise pas. Ne trouve pas d'excuses. La pierre est là parce que tu continues à la porter. Et aujourd'hui, maintenant, tu peux décider de la lâcher. Personne d'autre ne le fera pour toi, parce que tant que tu ne le fais pas, peu importe combien tu prends soin de toi, combien tu t'efforces, combien tu avances, tu porteras toujours le poids de ce que tu as été. Et cela, inévitablement, te brisera. Lâche la pierre, non pas parce que c'est facile, mais parce que continuer à la porter te tue en silence. 8. Parle-toi comme tu parlerais à la personne que tu aimes le plus. Si quelqu'un que tu aimes traversait une mauvaise passe, que lui dirais-tu? Lui crierais-tu qu'il est inutile? Lui rappellerais-tu toutes ses erreurs? Lui répéterais-tu chaque jour qu'il ne vaut rien, qu'il ne sera jamais assez bon, qu'il ne mérite rien? Tu ne le ferais pas, parce que tu sais que ce n'est pas de l'amour, c'est une punition. Et pourtant, beaucoup se parlent à eux-mêmes ainsi, tous les jours. La voix la plus destructrice que tu entendras dans ta vie ne viendra pas de l'extérieur, elle viendra de l'intérieur. Cette voix qui critique chaque pas, qui se moque de tes tentatives, qui minimise tes réalisations. Cette voix qui ne pardonne pas, qui te compare aux autres, qui te répète que tu n'es pas assez bon. Et cette voix ne vieillit pas le corps, elle vieillit quelque chose de plus profond. La relation que tu as avec toi-même. Il y a ceux qui semblent forts, mais qui se détruisent de l'intérieur à chaque échec. Ils ne se permettent pas une erreur. Ils ne se reconnaissent pas une victoire. Ils vivent comme des ennemis d'eux-mêmes. Et cela laisse des traces. Pas seulement dans l'âme, mais aussi sur le visage, dans la posture, dans l'éclat des yeux. Aucun corps ne peut supporter de vivre sous un assaut constant. Le stoïcisme parle de l'importance du dialogue intérieur. Non pas pour adoucir la réalité, mais pour la rendre gérable, pour t'accompagner avec fermeté, non avec cruauté. Être stoïcien n'est pas être froid ou punitif. C'est être discipliné et compatissant en même temps. C'est exiger le meilleur de toi, mais sans te transformer en ton propre bourreau. Personne ne va prendre soin de toi comme toi. Personne ne te comprendra mieux que toi. Personne ne sera avec toi à chaque chute comme toi-même. Alors, pourquoi te parles-tu comme si tu étais ton pire ennemi? D'où vient cette habitude de te détruire de l'intérieur chaque fois que les choses ne vont pas bien? Peut-être as-tu grandi en écoutant des critiques, peut-être as-tu été éduqué avec dureté, peut-être t'es-tu habitué à penser que te maltraiter est la seule façon de t'améliorer. Mais c'est faux, tu n'as pas besoin de te détruire pour grandir, tu as besoin de t'exiger avec amour. Tu as besoin d'être ferme avec tes erreurs, mais aussi de reconnaître tes progrès. Tu as besoin de devenir le genre de personne que tu aimerais avoir à tes côtés dans les moments difficiles. Bien te parler n'est pas une faiblesse, c'est de la survie. Parce que personne ne vieillit plus vite que celui qui est en guerre avec lui-même. L'âme se rétrécit, l'énergie s'éteint, la volonté se brise. Et le plus dangereux, c'est que tout cela se passe en silence. Personne ne le voit, mais toi, tu le sens. Si aujourd'hui tu as du mal à te regarder dans le miroir avec respect, commence par changer la façon dont tu te parles. Ne dis pas ce que tu ne dirais pas à la personne que tu aimes le plus. Ne répète pas des insultes qui te font sombrer. Ne te force pas à porter la culpabilité de toute une vie. Commence à t'accompagner, pas à te détruire. Commence à être quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Parce que le véritable rajeunissement commence là, quand tu cesses d'être ta propre punition et que tu deviens ton propre guide, pas avec des mots vides, avec honnêteté, avec courage, avec affection, exactement comme tu traiterais quelqu'un que tu aimes profondément. Si tu cherches à rester jeune, fort, allumé, tu dois d'abord être un lieu sûr pour toi. Parce que peu importe combien les autres t'aiment, si tu ne te respectes pas, si tu ne t'accompagnes pas, si tu ne t'écoutes pas, alors il y aura toujours une partie de toi qui continuera à se flétrir. Parle-toi bien, parle-toi avec vérité, parle-toi avec amour.
Parce que personne ne peut fleurir s'il vit sur un terrain hostile. Et toi, tu es le premier terrain sur lequel tu dois grandir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.